Bonsoir à tous, bienvenue dans le Cap Info du mardi 10 février 2015. La 21e conférence internationale sur le changement climatique se tiendra en décembre prochain à Grenoble. De nombreux chercheurs grenoblois ont participé aux travaux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En amont de cette conférence, les scientifiques grenoblois proposent des cycles de conférences. Thierry Lebel, vous êtes l'un d'eux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydroclimatologue à l'Université de Grenoble, directeur du LTHE, le laboratoire d'études des transferts en hydrologie et environnement. Les scientifiques, ils ne trouvent pas plus simple, voilà. Jamais. Mais voilà, l'eau, c'est une part importante du climat de la planète, on va dire ça comme ça. Si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Limiter le réchauffement planétaire moyen à 2 degrés en 2020, c'est l'un des objectifs de la conférence internationale sur le changement climatique qui aura lieu à Paris en décembre. Les représentants de 195 pays doivent y prendre part. Dans le cadre de cette COP 21, l'Université Grenoble-Alpes, la métro et la ville de Grenoble ont décidé de mettre en place une série de conférences. Un thème commun, les mécanismes physiques de ces changements climatiques. Thierry Lebel, je rappelle que vous êtes hydroclimatologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, directeur du LTHE, le laboratoire d'études des transferts en hydrologie et environnement. Ces conférences sont donc ouvertes à tous avec un discours compréhensible par tout le monde sans avoir un bagage scientifique spécifique? Ça, on l'espère. Ce qu'on peut peut-être déjà dire, c'est que en fait, c'est presque plus que des conférences, c'est des journées thématiques. Il y a une conférence qui se déroule à midi sur le campus, qui est là un petit peu plus destinée au milieu académique, où on fait venir des pointures internationales dans le domaine. Et donc le soir, au musée de Grenoble, à 20 h, là, ce sont des scientifiques locaux qui ont contribué à la rédaction du rapport du GIEC, qui viennent décrypter, je dirais, pour le grand public, un peu les questionnements qui sont à la base de la science climatique et un peu les avancées récentes. Alors, c'est dans quel domaine? Il y a eu la glace aujourd'hui? Alors, voilà, il y a donc aujourd'hui la glace, enfin, disons, on va appeler ça changement climatique et cryosphère, les questions d'enneigement et du glacier. Vous disiez tout à l'heure que ces conférences sont axées sur la physique du climat, pas seulement. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, on va parler physique du climat, qui est la première partie des rapports du GIEC. Mais ensuite, on aura une conférence en avril qui sera plutôt sur la question des impacts, des risques, de la vulnérabilité, autour des problèmes de biodiversité, de ressources en eau. À l'automne, on aura ensuite 2 autres conférences. Une qui sera consacrée un peu à l'économie des politiques climatiques, les questions d'adaptation, de mitigation. Et puis début novembre, une conférence sur les négociations climatiques elles-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça sur les traces du GIEC, parce que ça suit effectivement les 3 rapports du GIEC qui alimentent eux-mêmes les négociations climatiques. Est-ce que la Terre continue de se réchauffer aussi vite qu'à la fin du XXe siècle, disons aussi vite que depuis Kyoto? Alors, continuer, ça dépend. La question du réchauffement climatique pose un petit peu la question des échelles à laquelle vous le regardez. Calculer le réchauffement d'une année sur l'autre, par exemple, n'a pas beaucoup de sens. On sait que le climat a une certaine variabilité naturelle. Donc, ce que font les scientifiques, c'est qu'on fait des moyennes par 10 ans et on regarde un petit peu la courbe sur les 10 ans. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que les 10 années les plus chaudes depuis qu'existent des mesures, appartiennent toutes au XXIe siècle, même si, et d'ailleurs l'année 2014 a été une année particulièrement chaude, alors que ce n'était pas vraiment le cas de 2013. Donc si on le met dans le cadre d'une perspective depuis le début de l'ère industrielle, on a effectivement une augmentation continue et qui va en s'accélérant. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de climato-sceptiques ? C'est à eux qu'il faudrait demander. Je pense qu'il y a bien entendu il y a toujours des lobbies, je dirais, qui n'ont pas intérêt à ce qu'on reconnaisse la réalité du changement climatique. Dans le milieu scientifique, c'est extrêmement rare, je dirais. Le plus connu, c'était Claude Allègre. Alors, le plus connu était Claude Allègre. Il était d'ailleurs, la formulation, le mot climato-sceptique est très ambigu, parce que Claude Allègre ne contestait pas la réalité du réchauffement. Ce qu'il contestait, c'est qu'on puisse prouver que l'homme en était responsable, ce qui était déjà un petit peu différent. Il y a quelque chose qui est très important dans les rapports du GIEC, et notamment la synthèse qui est faite pour les décideurs. Donc les rapports du GIEC, il y en a 3. Et puis après, 1 an après, dans des négociations qui sont validées par les États, il y a un rapport de synthèse pour les décideurs. Et dans ce rapport de synthèse, il y a 2 phrases que
qui sont tout à fait nouvelles et qui sont très simples et qu'on n'aurait pas pu formuler dans ces termes-là lors du rapport précédent, en 2007. La première, c'est de dire que le réchauffement climatique est un fait indiscutable. Et la deuxième phrase, c'est que la part de l'homme dans ce réchauffement climatique est tout à fait significative. Il faut voir que ces deux phrases ont été validées par les négociateurs des 195 pays de l'ONU. Et je pense que ça montre bien qu'il y a aujourd'hui un très fort consensus sur le sujet, sur le constat en tout cas. Les remèdes, c'est une autre affaire. Oui, et puis les remèdes, on n'est pas obligé de les appliquer non plus. Ouais. Tout à l'heure, on a vu quelques images d'une station de très petite montagne. Est-ce que dans quelques années, il y aura encore de la neige au Signaro ? Alors ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, bien entendu, en Rhône-Alpes, enfin en Isère et en Rhône-Alpes en général. Il y a deux questions autour de l'enneigement qui font que c'est un sujet un peu difficile. Il y a les températures. Le signal sur les températures est indiscutable. En gros, sur la planète aujourd'hui, on a augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle. Dans les Alpes, on est à plus 1,2. Donc on a un réchauffement qui est même un peu plus important que le réchauffement moyen sur la planète. Ça ne s'est pas traduit nécessairement par des hivers moins enneigés, notamment ces dernières années, parce que en face de ça, il faut mettre la quantité de précipitations. On pourrait avoir un refroidissement et un assèchement, et finalement, on ne serait pas beaucoup plus riche en neige. Dans les simulations, les dernières simulations qui ont été faites, ce qu'on voit, c'est que le nombre de jours d'enneigement typiquement à 1500 mètres par exemple, qui est un bon marqueur pour les stations de basse altitude, va se réduire. Il va se réduire, alors c'est un scénario parmi d'autres, et puis c'est aussi un climat moyen, donc ça ne veut pas dire que tous les ans ce sera comme ça, mais il va se réduire d'une vingtaine de jours par an. Donc c'est assez significatif, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de neige et que les gens... Alors ça c'est glissant. Comment on travaille? On travaille à un horizon 2100. En gros, voilà, on se dit quel va être le climat moyen de la planète autour des années 2100. Et ce qu'on fait, en fait, on fait une moyenne sur 30 ans. Sur le climat en général, on travaille sur des moyennes sur 30 ans. Et donc on se place à cet horizon-là. On prend 30 années probables par simulation climatique. On en fait la moyenne. Et on compare cette moyenne aux 30 années observées. Alors la période de référence change. Actuellement, on travaille par rapport à la fin du XXe siècle. Donc cette dérive d'une vingtaine de jours d'enneigement à 1500 mètres sur une saison dans les Alpes, parce que ce n'est pas forcément pareil dans les autres massifs, c'est la différence en gros sur une centaine d'années entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe siècle. Vos travaux, c'est aussi pour dire mieux vaut prévenir que guérir. Ça va arriver de toute façon, il faut vous y préparer, trouver des ressources économiques différentes, repenser l'économie de la montagne. Oui, alors... nos travaux ne sont pas destinés, on a des gens qui sont un peu des spécialistes de l'économie touristique de montagne. Par essence, un climatologue, c'est quelqu'un qui a une vision globale de la planète. Il se trouve qu'effectivement, c'est quand même des résultats qui ont été pris suffisamment au sérieux pour fonder des négociations internationales. La neige est un enjeu très important pour l'Isère, mais il y a d'autres régions du monde qui vont souffrir, probablement beaucoup plus que ça, de sécheresse, d'événements extrêmes, de tornades. Et donc le message, il est, je dirais, pour l'humanité entière, de savoir qu'elle va être confrontée à un monde climatiquement plus extrême, ce qui ne veut pas dire qu'il est du tout invivable, ça veut simplement dire que ça nous pose un certain nombre de questions, qu'il faut agir et que probablement ça pose des défis intéressants pour nous tous. Alors, il y a la neige dans les Alpes, il y a aussi les glaciers. Quelles conséquences ça peut avoir la fonte des glaciers ? Pas seulement pour les alpinistes. Alors oui, pour les alpinistes parfois c'est un peu gênant de fait. La conséquence, je dirais, la plus globale, il y a quand même un aspect... je dirais visuel, emblématique. Les Alpes sont associées à des très beaux glaciers, le glacier d'Aletsch, la mer de glace, etc. Les exploitants, par exemple, sur la mer de glace aujourd'hui, quand on est au Montanvert, on voit presque plus de glacier parce qu'en bas, il est couvert par les débris et puis ailleurs, il a tellement baissé que c'est plus du tout le même effet visuel qu'au début, à la fin du 19e siècle. Et ça, déjà, psychologiquement, ça a une importance. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors ce qu'on appelle la cryosphère dans le jargon, c'est à la fois donc toute l'eau qui est stockée sous forme solide, sous forme de neige ou de glace, c'est un tampon, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui tombe en hiver et qu'on va pouvoir restituer au milieu en été. À partir du moment où vous faites disparaître les glaciers,
ou si vous les diminuez de façon très importante, eh bien l'apport d'eau dans les rivières en été va diminuer de façon substantielle. Donc ce lissage qu'opère ce tampon, en fait, ce rôle tampon de la neige et des glaciers, à partir du moment où ils deviennent moins importants, eh bien, ce rôle tampon va diminuer. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir plus d'eau à des moments où on n'en a pas forcément besoin et moins à des moments où on en a besoin, notamment l'été pour l'agriculture ou pour les barrages. Merci beaucoup Thierry Lebel. Vous interviendrez, vous, le 28 avril sur les questions d'eau, notamment, et puis toutes les autres conférences, vous pouvez les retrouver sur le site internet de COP21, l'Université de Grenoble-Alpes. Merci beaucoup. Merci à vous.